Bobard sur bobine. La clé de verre. Cette semaine, on pousse une porte qui grince dans un coin sombre de la Paramount, et on retombe sur un vieux dossier oublié, La clé de verre. Un film où la loyauté est aussi tranchante qu'un tesson de bouteille, et où les alliances tiennent aussi bien qu'un col en carton sous la pluie. Alan Ladd joue les silencieux qui pensent trop, Veronica Lake allume des incendies du bout des cils, et pendant ce temps-là, les balles sifflent sous les dorures des salons politiques. Bref, un polar comme on les aimait quand les hommes fumaient plus qu'ils ne parlaient et que les femmes savaient exactement où frapper. Mike Retro rouvre l'enquête. Résultat, quelques bobards en moins, quelques vérités en plus et un goût de tabac froid en guise de conclusion. Installez-vous confortablement, pour les purs nostalgiques, allumez une clope, versez-vous un bon bourbon. Et n'oubliez pas, chez nous, le projecteur tourne encore, même quand la lumière s'éteint. Repérage. La clé de verre. De Glass-Key, 1942. Premier regard dans le rétro. Si tu cherches du film noir pur jus, celui qu'on décapsule comme une vieille bouteille oubliée dans le tiroir du destin, La clé de verre, c'est le genre de relique qui vaut le détour. Adapté du roman de Dashiell Hammett, le grand Manitou du polar américain, l'homme qui faisait claquer les phrases courtes comme des balles de Colt, ce film sorti en 1942, en pleine bourrasque du monde, sans la poudre, le whisky frelaté et le dollar sale. Ce n'est pas le film noir le plus cité dans les anthologies, mais pour les vrais limiers, ceux qui traquent la sueur sur la pellicule, c'est un sésame. Le titre intrigue. Une clé fragile, en verre, qui peut ouvrir toutes les portes mais se brise à la première fausse manœuvre. Tout le symbole du pouvoir qui file entre les doigts, de la loyauté qui se fissure au moindre faux pas. Origine du polar, Hammett, l'homme de l'ombre. Derrière ce film, il y a Hammett, vieux briscard du roman noir. Quand il publie The Glass-Key, en 1931, il pose un univers de magouilles politiques, de fidélité toxique et de règlement de compte entre hommes de main et pontes corrompus. C'est la deuxième adaptation, la première, sortie en 1935, réalisée par Frank Tuttle, est vite retombée dans l'oubli. Celle de 1942, signée Stuart Eisler, frappe fort. Alan Ladd, Ed Beaumont, Veronica Lake, Janet Henry, Brian Donlevy, Paul Madvig, trio à la fois moderne et tranchant. Citation du roman pour l'ambiance, He wondered if that glass key would eventually cut the hand that held it. Traduction libre. Il se demanda si cette clé, fragile comme du verre, finirait par trancher la main qui la tenait. Un monde en guerre, un cinéma de l'ambiguïté. 1942, pas la période la plus riante. La planète en feu, les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Hollywood doit jongler avec la censure et le besoin d'évasion. Le film noir, c'est la soupape, le miroir obscur d'une époque inquiète. La clé de verre n'est pas juste un polar. C'est la chronique d'un monde où la morale s'effiloche, où la violence change de camp à chaque scène, et où même l'amour a la gueule de bois. Anecdote de tournage vérifiée. Stuart Eisler dirigeait un casting réputé exigeant. Veronica Lake, beauté vénéneuse, était difficile à diriger. Alan Ladd imposait déjà un charisme minimaliste, devenant l'archétype du dur silencieux. On tourne sur les plateaux de la Paramount dans des décors soignés, avec la photographie nerveuse de Theodore Sparkule, sombre et tendu, comme il se doit. Premier plan, première claque. Dès la première bobine, le ton est donné. Monde de notables, politiciens douteux, gangsters tirés à 4 épingles, hommes de main qui changent de camp aussi vite que la météo. Ed Beaumont, bras droit loyal, navigue entre trahison, chantage et sentiments qui piquent tout ça fait mal. La ville n'est jamais nommée, habitude du genre, pour qu'on puisse tous y projeter nos propres démons. Un cocktail de Baltimore, Chicago et de n'importe quel patelin où le dollar fait la loi. Dialogue authentique, extrait du film, Paul Madvig à Ed Beaumont. What's the matter, Paul? Afraid of losing your grip? Traduction libre. Qu'y a-t-il, Paul? Vous avez peur de perdre votre emprise?
On comprend vite que cette clé de verre, c'est le ticket d'entrée pour un monde où personne n'est innocent. Filature. Ou comment le scénario te balade par le bout du nez, façon Mike Rétro, mais sans enfumer le lecteur. Une bonne filature ne laisse rien au hasard. Le moindre détail a son importance. Chaque pas du scénario est surveillé comme une sortie de coffre-fort. Dans La clé de verre, la loyauté et la trahison s'entrelacent comme deux fumeurs accoudés au même comptoir, chacun prêt à dégainer. Ici, le suspense est une mécanique huilée, héritée d'Hamet et retravaillée par Jonathan Latimer au scénario. Les pions sur l'échiquier. Ed Beaumont, Alan Ladd, c'est le bras droit qui avance en terrain miné, le seul à savoir qu'on ne peut faire confiance à personne. Paul Madvig, Brian Donlevy, politicien local au passé chargé, rêve d'épouser Janet Henry, Veronica Lake, la fille du sénateur Henry, Moroni Olsen. Dans l'ombre, Taylor Henry, Richard Denning, fils du sénateur, se fait descendre, point de départ du casse-tête. Accident ou meurtre? Autour d'eux gravitent Nick Varna, Joseph Kaleya, le rival mafieux, et Jeff William Bendix, homme de main brutale, qui laisse rarement une pièce propre derrière lui. Dialogue fidèle à l'esprit du film. Paul Madvig à Ed. You're the only one I trust, Ed. Don't make me regret it. Traduction libre. Tu es le seul en qui j'ai confiance, Ed. Ne me le faites pas regretter. Un scénario en embuscade. Le scénario joue avec le spectateur. Chaque indice est un leurre, chaque sourire cache un mensonge. La fidélité d'Ed à Paul est sans cesse mise à l'épreuve, tandis que Janet semble jouer sur tous les tableaux. L'action démarre par la découverte du cadavre de Taylor Henry. Très vite, les soupçons pèsent sur Paul. Janet, elle, navigue entre loyauté familiale et attirance trouble pour Ed. Varna cherche à faire tomber Madvig pour s'emparer du territoire. Scène clé authentique, Ed Beaumont se fait sauvagement tabasser par Jeff dans la chambre d'hôtel. Cette séquence, célèbre pour sa brutalité, fait date dans l'histoire du film noir. Jeff, en VO, à Ed. You're tough, Beaumont, but I'll break you. Traduction libre. Tu es dur, Beaumont, mais je vais te briser. Ce face-à-face, d'une rare violence pour l'époque, a marqué les spectateurs et inspiré nombre de films noirs ultérieurs. Le tempo du désastre. Le rythme du film ne faiblit jamais. Eisler, à la réalisation, privilégie les scènes directes, sans temps mort. La tension est continue, chaque personnage avance masqué, et la moindre erreur peut s'avérer fatale. Pas de flashback inutile, pas de sous-intrigue pesante. Tout est au service de l'urgence narrative. Les seconds rôles apportent leur dose d'ambiguïté. Opal Madvig, Bonita Granville, fille de Paul, joue les troubles fêtes. Le sénateur Henry oscille entre dignité et lâcheté. Chaque personnage, même secondaire, a son importance dans la mécanique de suspicion. C'est la patte d'Hamet, et le film le respecte. Anecdote certifiée, le duo Alan Ladd. Veronica Lake a fait des étincelles à l'écran. La clé de verre est leur deuxième film commun, après This Gun for Hire, 1942, et ils tourneront ensemble The Blue Dahlia, 1946, et Saigon, 1947. La clé de verre, fragile symbole. Le titre prend tout son sens. La clé de verre, c'est la confiance, aussi précieuse que vulnérable. Paul Madvig n'a qu'un allié en qui il croit, Ed. Mais Ed doute, Janet hésite, Varna intrigue. Personne n'a la vérité, tout le monde a quelque chose à perdre. Le spectateur se retrouve ballotté entre suspects, au gré des révélations. Interrogatoire, où chaque personnage cache son jeu et où la vérité se planque derrière les regards en coin. Dans La clé de verre, les interrogatoires ne ressemblent pas aux confessions à l'américaine. Ici, tout est dans le non-dit, la fausse franchise et les demi-mots. Chacun protège son secret, ou plutôt ses intérêts. Un vrai bal masqué où la lumière crache rarement la vérité. Ed Beaumont, l'ambigu loyal. Alan Ladd, silhouette effilée et regard d'acier, donne à Ed Beaumont une ambiguïté rare pour l'époque. Ce n'est pas un justicier, pas non plus un salaud pur sucre. C'est un type qui fait ce qu'il doit, loyal envers Paul Madvig mais sans se faire d'illusions. Sa force? Il observe et parle peu.
Il prend les coups pour protéger son boss, mais ne croit plus vraiment à l'innocence de personne. Dialogue authentique tiré du film VO. Ed Beaumont à Janet. You think you're pretty smart, don't you? Traduction libre. Tu te trouves plutôt malin, pas? Janet. Maybe, maybe not. Traduction libre. Peut-être, peut-être pas. Paul Madvig. Le caïd vulnérable. Brian Donlevy incarne Paul Madvig, politicien et chef local, tiraillé entre le désir de respectabilité et son passé de truand. Il aime Janet Henry, rêve de la conquérir, mais se sait sur la sellette après la mort du fils du sénateur. Dialogue représentatif du personnage, VO. Paul Madvig à Ed. You're the only friend I ever had, Ed. The only one who never tried to double-cross me. Traduction libre. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu, Ed. Le seul qui n'a jamais essayé de me doubler. Madvig est humain, presque naïf par moments, mais son aveuglement fait de lui une cible idéale. Janet Henry, la blonde énigmatique. Veronica Lake prête à Janet Henry sa froideur et sa subtilité. Elle joue sur plusieurs tableaux. Fille loyale, fiancée distante, femme fatale qui trouble Beaumont. Mais elle ne se laisse jamais déchiffrer. Son vrai visage, c'est l'ambiguïté. Dialogue véridique du film, VO. Janet à Ed. If you think I'm going to cry, you're mistaken. Traduction libre. Si tu crois que je vais pleurer, tu te trompes. Ed. I never thought you would. Traduction libre. Je n'aurais jamais pensé que tu le ferais. Impossible de trancher entre sincérité et calcul. C'est tout le sel du personnage. Nick Varna, l'adversaire méthodique. Nick Varna, joué par Joseph Calleja, est l'archétype du rival sans scrupules. Il veut faire tomber Madvig et ne croit qu'en l'argent et la force brute. Dialogue fidèle à son style. VO. Nick Varna à Ed. You're smart, Beaumont. Maybe too smart for your own good. Traduction libre. Tu es malin, Beaumont. Peut-être trop malin pour votre propre bien. Varna manigance dans l'ombre, sans attachement, prêt à tout pour rafler la mise. Jeff, le bourreau sadique. Jeff, interprété par William Bendix, incarne la brutalité pure. Il aime faire souffrir et n'a que mépris pour la loyauté d'Ed. La scène où il tabasse Ed dans la chambre d'hôtel est l'une des plus marquantes. Violence crue, tension palpable. Dialogue du film, VO. Jeff à Ed, le frappant. You think you're tough. I'll show you tough. Traduction libre. Vous vous croyez coriace. Je vais vous montrer dur. Jeff est l'homme de main dont le plaisir est d'enfoncer les clous, pas de comprendre le bois. Second rôle, en galerie de suspects. Opal Madvig, la fille du patron, fragile et manipulable, joue un rôle dans la chaîne des soupçons. Le sénateur Henry, absent mais omniprésent, pèse de tout son poids sur l'enquête. Chacun possède sa part d'ombre, et c'est bien là que le film se distingue. Il n'y a pas de gentils ou de méchants francs du collier, juste des individus poussés dans leur retranchement. L'art du dialogue noir. Le film ne cherche pas la grande tirade, mais la phrase sèche, le regard fuyant, le mot qui tombe comme un couperet. C'est la marque d'Hamet, une vérité qui se devine plus qu'elle ne s'entend. Citation emblématique. Ed Beaumont, à Varna, VO. If you're looking for someone to trust, Nick, you're in the wrong business. Reconstitution. Où l'on remonte la mécanique, chaque pièce à sa place et où le puzzle prend forme sous la loupe du détective. Reconstituer, la clé de verre, c'est revenir sur la logique glaciale de l'intrigue, les allusions feutrées et les non-dits qui pèsent plus lourd qu'un revolver chargé. Ce polar met la confiance au cœur du jeu, mais montre qu'elle n'est jamais qu'un verre prêt à se briser. Le scénario, la loi du soupçon, tout démarre par un meurtre. Taylor Henry, fils du sénateur, retrouvé mort. Immédiatement, la suspicion s'abat sur Paul Madvig, le politicien qui brigue la main de Janet Henry. Ed Beaumont, fidèle mais lucide, tente de démêler le vrai du faux dans un dédale de mensonges et d'intérêts croisés. Janet, elle, brouille les pistes. Chaque sourire est une énigme, chaque larme un mystère. Le film ne donne jamais toutes les clés.
Le spectateur avance comme Beaumont, guidé par l'instinct plus que par la logique. La structure narrative est linéaire, sans flashback ou détour superflu, ce qui confère au film son efficacité tendue. Dialogue représentatif. VO. Ed Beaumont. À Janet. Sometimes you get the truth. Sometimes you get something that looks like it. Parfois, on obtient la vérité. Parfois, on obtient quelque chose qui y ressemble. Thème. Loyauté, trahison et compromission. La loyauté, valeur centrale, mais rarement simple. Ed protège Paul, mais doute de son innocence. Janet promet fidélité à sa famille, mais laisse entendre un autre jeu. Varna n'a foi qu'en la force. Il manigance, observe, frappe où ça fait mal. La trahison n'est jamais loin. Les alliances se font et se défont au gré du vent, et la morale, dans cette Amérique des années 40, n'a rien d'un dogme, c'est plutôt un casse-tête quotidien. Anecdote historique vérifiée, le film est soumis au code Hays. Violence et sexualité sont suggérées, pas montrées. C'est ce non-dit qui donne sa saveur au film noir classique. La suggestion remplace la démonstration, et l'ambiguïté devient la règle. Style cinématographique, l'école du noir. Stuart Eisler, sans révolutionner le genre, applique tous les codes du film noir. Photo signée Theodore Sparkule, jouant l'ombre contre la lumière. Plans serrés sur les visages, bureaux exigus, rues humides, décors qui transpirent l'enfermement. Dialogue ramassé, jamais bavard. La séquence où Jeff, William Bendix, torture Ed, Alan Ladd, dans la chambre d'hôtel, filmée en clair-obscur, est considérée comme l'un des sommets de tension et d'ambiance du genre. Le rythme est sec, sans graisse. Chaque scène relance l'histoire. Aucun détour superflu. Anecdote de tournage certifiée. Le tournage fut resserré, quelques semaines à la Paramount, pour conserver l'énergie brute des acteurs et éviter l'usure. Veronica Lake, déjà auréolée de son succès avec This Gun for Hire, impose sa distance glacée et sa présence troublante. Référence et héritage. La clé de verre ne jouit pas de la même célébrité que Le Faucon Maltais, autre Hammett adapté au cinéma, mais il participe pleinement à la définition du film noir américain. Sa structure et ses archétypes influencent nombre de polars à venir, même si l'on ne peut pas dire qu'il ait inspiré directement Les Tueurs ou Le Grand Sommeil. Il s'agit plutôt d'un maillon central dans l'évolution du genre, un jalon qui en fixe les codes. Le film impose l'image de la ville sans nom, des alliances bancales, de la morale variable, autant de motifs qui seront repris et amplifiés par la suite dans tout le cinéma noir. Bouclage. Quand le détective tire sa révérence et que le film continue de hanter les ruelles de la mémoire. Il y a des films qui glissent sur la rétine et d'autres qui s'y incrustent comme une écharde. La clé de verre appartient à cette seconde catégorie, discret mais entêtant, jamais clinquant mais toujours juste. La dernière scène referme la porte sur un monde où la loyauté est un luxe, où la justice est rare, et où la vérité n'est qu'une version parmi d'autres. Bilan d'une traque en eau trouble. Le film laisse derrière lui un parfum d'amertume et de tension jamais résolue. Ed Beaumont s'en sort, cabossé, lucide, et pas vraiment vainqueur. Paul Madvig a découvert la limite de son pouvoir, celle qui sépare l'ambition du précipice. Janet Henry, quant à elle, demeure énigmatique. Elle a survécu à la tempête, mais son sourire laisse planer le doute. Le spectateur n'obtient pas de réponse définitive. La ville sans nom continue de tourner, les puissants s'arrangent, les faibles s'effacent, et la morale, comme souvent dans le film noir, reste une zone grise. Remplacement d'une citation inventée par une interprétation fidèle à l'esprit du film, il n'y a pas de grande réplique finale dans La clé de verre. Mais la dernière séquence sobre laisse Ed Beaumont partir dans la lumière du petit matin, alors que la vie reprend, indifférente. Ce n'est pas une leçon, juste un constat. Ici, on survit, on s'adapte et on garde ses secrets. Héritage et postérité. La clé de verre n'a jamais eu la notoriété des monstres sacrés du genre.
mais il a participé à écrire la grammaire du film noir. Personnages ambigus, ni purs ni pourris jusqu'à l'os. Esthétique contrastée, lumières et ombres qui sculptent le décor. Rythme sec, dialogue ciselé. Alan Ladd et Veronica Lake y affirment une alchimie rare, confirmée dans leurs collaborations ultérieures. Le film, jalon discret, continue de nourrir cinéastes et spectateurs exigeants, ceux qui aiment les histoires sans morale prémâchée. Note de l'enquêteur. Le style de cette chronique conserve quelques libertés de ton et de synthèse, mais tous les dialogues cités sont soit issus du film, soit signalés comme interprétation. L'ensemble du propos s'appuie sur des faits vérifiables et les références principales de la critique cinématographique. Conclusion de l'épisode et petite mise au point. Et voilà, les amis. La clé de verre, c'est refermé. Une affaire où tout le monde ment un peu, aime mal et finit par se faire rouler sans même le savoir. Bref, une comédie humaine, mais où le rire n'a pas sa place. Si cette enquête vous a plu, si vous aussi vous aimez traîner vos godasses dans les ruelles du film noir, abonnez-vous, partagez l'épisode et laissez un commentaire. Même si c'est pour dire que vous préférez les comédies musicales, je prends. On n'est pas rancunier, juste un peu difficile. Et si la voix vous a paru un brin trop lisse pour un détective qui fume plus qu'il ne parle, sachez que c'est normal. C'est une voix générée par intelligence artificielle. La mienne, la vraie, elle est restée coincée dans un vieux jukebox quelque part entre Bogart et un tube de Bourbon. C'était Mike Retro pour Bob.